Je m'appelle Austin, j'ai 29 ans et j'aime mon café noir, mon espace de travail bien rangé et ma vie prévisible. Il y a un rythme tranquille dans mes journées qui m'apaise, le même trajet pour aller au travail, la même playlist, le même déjeuner. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu venir, ou peut-être que je l'ai vu venir, au fond de moi, peut-être que je ne le voulais tout simplement pas. Willow ne me ressemble pas. Elle a 27 ans, elle est dynamique, spontanée, comme le feu dans une bouteille en verre. Elle parle avec ses mains, rit de tout son corps et vous convainc que la vie est trop courte pour ne pas suivre chaque impulsion soudaine. C'est le genre de personne qui regarde un ciel orageux et décide que c'est le moment idéal pour un pique-nique. Je pensais qu'elle était la belle et chaotique de mon Young calme et structuré. Je l'aimais ou du moins, je le croyais vraiment, complètement. Vendredi dernier, elle se précipitait dehors pour un week-end spa avec ses amis. L'appartement sentait son parfum préféré, le jasmin, et un peu d'agrumes. Elle s'agitait comme un tourbillon, jetant des vêtements dans un sac de week-end, hurlant des rappels de dernière minute concernant le thermostat, les plantes et le fait de ne pas oublier de manger. Je restais là à la regarder, me sentant normal. Elle m'embrassa sur la joue, rit en disant que ce week-end était en retard et disparut dans un tourbillon de bruit et de lumière. « Amuse-toi bien. » Je l'ai appelée. « Je t'aime, toi aussi. » dit-elle, les clés tintant tandis que la porte se refermait derrière elle. Le silence qui suivit fut étrangement réconfortant. Je me préparai un bol de pâtes, lançai ma console de jeu et me perdis dans un monde qui n'attendait rien de moi. C'était comme n'importe quelle autre nuit. 00H, je suis allé dans notre chambre chercher mon chargeur de téléphone. Je ne pensais à rien en particulier, le doux bourdonnement du ventilateur de plafond, le bruit lointain de la ville, le léger craquement de notre parquet où tout m'était familier. C'est là que je l'ai vu, son journal intime, celui que je lui avais offert pour notre 2e anniversaire. Relié en cuir, vert foncé, avec ses initiales gravées en or sur la couverture. Il était ouvert de son côté du lit, comme si elle venait d'écrire dedans et avait oublié de le fermer. Mon premier réflexe a été de détourner le regard. Je ne suis pas un fouineur. J'ai toujours cru qu'il fallait laisser de l'espace et ne pas être indiscret. J'allais tendre la main et le fermer, un simple geste pour préserver son intimité. Mais j'ai vu mon nom, pas seulement en passant, souligné, entouré, et à côté un autre nom, Dominique, son ex. Celui qu'elle jurait n'être qu'un bon ami, celui qui surgissait un peu trop souvent dans les conversations, celui que j'avais interrogé un jour avec désinvolture et que j'avais rencontré. Sérieusement, ne sois pas ce genre de personne, Austin. Tu sais que je t'aime. J'ai fixé les noms sur la page. Mon cœur battait comme un marteau dans ma poitrine, ma bouche s'est asséchée. Je suis resté figé, et puis je ne sais pas quelle partie de moi a bougé, quelle partie faible a pris le dessus sur la plus forte. Mais je l'ai ramassé. J'ai ramassé ce foutu journal. Je me suis dit que ce ne serait qu'un coup d'œil, juste assez pour comprendre ce que je voyais, juste assez pour me prouver que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais c'était le cas. Ce n'était pas qu'une page, c'était des mois d'entrée, un récit détaillé et chronologique de toute sa double vie, écrit de son écriture soignée et bouclée. Austin est si merveilleusement prévisible. Je l'ai relu en clignant des yeux, presque en espérant qu'il change de sens. Mais ce ne fut pas le cas. Cela ne le serait jamais. Il y avait plus, tellement plus. Il va travailler sur son stupide portfolio de design tout le week-end. Le moment idéal pour passer un vrai week-end avec eux. Eux, pas seulement Dominique, eux comme si j'étais le personnage secondaire de ma propre relation. Ce week-end au spa, c'était un voyage avec lui. Je m'assis au bord du lit, le journal tremblant dans mes mains. Les photos qu'elle m'avait envoyées plus tôt dans la journée, un soleil éclatant, des mimosas, des assiettes de brunch parfaitement dressées. Je me souvenais leur avoir souri, pensant, tant mieux, elle s'amuse. Je fis glisser l'image sur mon bureau, lancer une recherche d'images inversées, mes mains fonctionnant automatiquement, mon cerveau encore engourdi. En quelques secondes, le résultat apparut. Elle n'était pas nouvelle, elle ne datait même pas de ce jour-là. Elle datait de vacances qu'elle avait passées avec Dominique l'année dernière. Je fixai l'écran, puis le journal, puis l'écran de nouveau. Mon pouls battait fort dans mes oreilles. Elle n'avait pas juste menti, elle n'avait pas juste triché. Elle l'avait planifié. Elle menait une longue arnaque. Et je étais la marque. La rampe de lancement de la phase de stabilité. Ces mots, pas les miens. C'est ce que j'étais pour elle. Je pensais à son appartement,
mon appartement. Techniquement, je payais presque 70% du loyer puisque je gagnais plus. Je ne m'étais jamais plaint. Elle avait dit qu'elle rattrapait encore son retard financier. Je lui ai dit que je croyais au travail d'équipe. Elle m'a embrassé et m'a dit que j'étais l'homme le plus solidaire qu'elle ait jamais connu. Mais le journal, ce foutu journal, il dressait un tableau différent. Dominique, l'entrepreneur indépendant qu'elle décrivait toujours avec un soupir et un haussement d'épaule, n'était pas qu'un ami, il aidait. C'était le partenaire, le vrai. Il était au chômage chronique, avait besoin de temps pour se reprendre. Et moi, je payais la facture de leur période d'attente. Plus je lisais, plus j'avais froid. Il y avait une entrée où elle parlait de mes économies, le compte que je lui avais montré fièrement. Après des mois à réduire mes dépenses, à renoncer au voyage, au luxe, à me laisser tomber, je voulais une maison, un endroit, car je pensais que c'était quelque chose qu'elle voulait aussi. Austin est un tel pourvoyeur, il va se laisser prendre. Il pensera qu'il construit un avenir avec moi. Elle avait même un délai, 2 mois. C'est à ce moment-là que j'atteindrai mon objectif d'acompte. C'est là qu'elle avait prévu de frapper. Elle m'avait tellement soutenu, avec de grands sourires, demandant à voir les annonces, disant des choses comme « J'imagine déjà notre canapé là-bas » ou peut-être qu'on pourrait aménager un coin lecture. Je n'avais aucune raison de douter d'elle, aucune raison de penser. Ces conversations étaient tout sauf réelles. Une fois l'argent sécurisé sur un compte professionnel, Dom et moi pourrons enfin avoir notre propre appartement et je pourrai me débarrasser de ce poids mort. Poids mort, c'était moi. J'avais la nausée. J'ai continué à lire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais besoin de voir jusqu'où le couteau s'était enfoncé, peut-être parce qu'une partie de moi n'y croyait toujours pas. Puis sont venues les parties sur ma famille. Elle avait écrit sur ma mère malade, la seule personne que j'aime plus que quiconque au monde, celle dont Willow avait pris soin, à qui elle apportait de la soupe, avec qui elle s'asseyait pendant les longs rendez-vous quand je devais travailler. Sa mère est un moyen pratique de passer pour un saint, victoire totale. J'ai pressé la paume de ma main contre mon œil jusqu'à ce que je voie des étoiles. Je ne pouvais pas pleurer, pas encore, pas avant d'avoir touché le fond. Puis je l'ai trouvé, l'article sur le cadeau d'anniversaire. L'année dernière, je lui avais offert une carte du ciel encadrée. Elle montrait exactement le ciel nocturne de notre rencontre. Elle avait pleuré quand je la lui avais offerte, m'avait serré très fort dans mes bras, avait dit que c'était le cadeau le plus attentionné qu'on lui ait jamais offert. Mais dans le journal, elle avait écrit « Je le garde dans le placard, Dominique, et j'en ris ». Je n'éprouvais ni rage, ni tristesse. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché dans mon cerveau, propre, froid, clinique. Le monde était devenu silencieux et net, comme l'instant précédant une incision. Tout était encore précis, nécessaire. Toutes les petites incohérences s'étaient mises en place comme des pièces de puzzle. Ces nuits tardives au travail, les appels téléphoniques soudains et inexpliqués qu'elle recevait toujours à l'extérieur, la façon dont elle s'était mise à dormir avec son téléphone à l'envers sur la table de nuit. Tout avait basculé dans une clarté terrifiante. J'ai posé le journal avec précaution, comme une relique fragile. D'une certaine manière, c'était mon artefact de vérité. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient fermes, sans tremblement, sans hésitation. J'ai pris des photos haute résolution de chaque page des 6 derniers mois, chaque nom, chaque date, chaque mensonge. J'ai vérifié que les horodatages étaient visibles, que l'encre paraissait fraîche. Je n'allais pas la laisser raconter ça, ni maintenant, ni jamais. Puis j'ai sauvegardé les photos sur mon cloud, un dossier sécurisé dont elle ignorait l'existence. Puis j'ai tout copié sur une clé USB cryptée. J'ai conservé des sauvegardes pour mon travail de graphiste freelance. Ce journal n'était ni un moyen de pression, ni une vengeance. C'était ma réalité, la seule preuve que je n'avais pas imaginé les 3 dernières années de ma vie. Et puis j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout. Ni le canapé que nous avions choisi ensemble, ni la vaisselle que j'avais achetée, car elle disait qu'elle lui rappelait la cuisine de sa grand-mère. Ni ses vêtements, ni ses bijoux. Tout est resté. Tout ce que j'ai payé, choisi, chéri, laissé derrière moi comme des accessoires sur une scène. Je n'ai pris que l'essentiel, mes vêtements, mon ordinateur, mon matériel de couture, la montre de mon grand-père, le seul héritage que je possédais qui me rappelait mon chez-moi, une pile de livres. J'ai relu des photos de mes amis et de ma famille, des souvenirs qu'elle n'avait pas touchés.
J'ai travaillé en silence, méthodiquement, comme si je remettais à zéro le cours de ma vie. Quand j'ai eu fini, je suis resté sur le pas de la porte et j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. L'appartement était encore trop immobile. Il semblait vide comme un décor de théâtre attendant des acteurs qui ne reviendraient jamais, comme si la vie que je pensais construire ici n'avait jamais vraiment eu lieu. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris un peu plus de 2 heures. Je n'ai pas écouté de musique, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste conduit. Le bruit du vent et de la route emplissait l'espace qu'elle dominait autrefois de ses rires et de ses idées folles. Quand je suis arrivé dans l'allée, la lumière du porche était encore allumée. Mon père a ouvert la porte. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, puis au sac de sport derrière moi et a simplement hoché la tête. Il n'a pas demandé, il n'en avait pas besoin. Une compréhension tacite et lugubre s'est installée entre nous. Il s'est écarté, m'a laissé entrer, puis m'a discrètement aidé à tout porter jusqu'à la chambre d'amis. Pendant 2 jours, je n'ai pas répondu à ses textos. D'abord la lumière, après le message, tu me manques déjà, puis des photos de cocktails et de peignoirs moelleux avec des légendes comme « Semaine des filles au paradis », recyclé du faux voyage avec Dominique. Sans aucun doute. Je les ai regardés fixement, je n'ai rien ressenti et j'ai continué. Alors, ça va? Tu te tais? Chérie, Austin, répond au téléphone. Et aujourd'hui, le ton a changé. La panique a commencé à s'installer. Mon téléphone a sonné sans arrêt. Son nom a illuminé l'écran comme un avertissement rouge clignotant. Puis sont arrivés les messages vocaux, 5 d'affilée, 10. Je n'en ai pas écouté un seul. Puis, il y a environ 1 heure, j'ai reçu un texto de Jessica, notre ancienne voisine. Jeune homme, une femme crie ton nom dans le couloir devant ton ancien appartement. Tout va bien? Je l'imaginais clairement, Willow, arpentant la pièce comme un animal pris au piège, frappant à la porte en attendant que j'apparaisse avec un air d'excuse. C'était son scénario. C'était toujours comme ça. Je la confrontais, elle pleurait, on se disputait et je lui pardonnais. C'était le rythme sur lequel elle comptait. Elle n'aurait pas utilisé son propre thé. Elle ne l'a jamais fait. Elle s'attendait à ce que je sois là, à l'attendre comme un chiot perdu dans la tasse. Mais quand elle est revenue et a trouvé l'appartement à moitié vide, pas de mots, pas de dispute, juste disparu. Cela a dû briser sa petite illusion de contrôle. Maintenant, mon téléphone explose, des appels d'elle, de sa mère, de ses amis, une symphonie numérique de désespoir. Je n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela, je suis assis à la table de la cuisine de mes parents, la même sur laquelle j'ai fait mes devoirs au lycée, en train de boire une tasse du café trop fort de mon père. L'amertume perce le brouillard dans ma tête. Le goût est authentique. Le prochain acte arrive, et je le sais. Et je suis prêt. La tempête avait touché terre. Les cris dans le couloir. Ce n'était que l'ouverture. D'après Jessica, notre voisine, après avoir réalisé que je n'étais pas à l'intérieur, Willow avait utilisé sa clé. Elle devait s'attendre à me trouver recroquevillé sur le canapé, peut-être boudeur, peut-être ruminant, mais toujours là, toujours en orbite autour de son attraction gravitationnelle. Au lieu de cela, elle est entrée dans un appartement à moitié vide, mon côté du placard vide, mon bureau dénudé, toute trace de moi ayant disparu. Apparemment, elle a pété les plombs. Une véritable crise de panique. Juste là, dans le couloir. J'ai ignoré. Les premiers jours de sa panique. Les messages vocaux, les SMS, les messages textes, même ses amis me demandant ce qui s'était passé avec Willow. Elle panique. Mais mardi dernier, j'ai répondu non pas saisi, pour la première limite. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle s'est écriée « Austin, où es-tu? Que se passe-t-il » La moitié des affaires ont disparu. Ma télé a disparu. J'en ai pris note. Sa télé, celle que j'avais achetée avec ma dernière prime de performance, avait encore le reçu dans mes archives de courriel. J'ai gardé un ton calme, maîtrisé, chirurgical. J'ai déménagé, Willow. Elle a cligné des yeux, déménager. De quoi parles-tu? Tu ne peux pas simplement déménager. On vit ici. Tu étais censé venir me chercher à la gare. C'était ça, le droit. Pas ce qui ne va pas, pas pourquoi tu es parti, mais tu as chamboulé mon emploi du temps. Pas même une once de conscience.
J'ai pris une inspiration et je l'ai dit. J'ai lu ton journal, silence, comme si j'avais coupé le monde. Puis la colère retomba instantanément, comme si quelqu'un avait actionné un levier et qu'à sa place survint quelque chose de plus tranchant, de plus froid. Toi, quoi, siffla-t-elle. Tu as fouillé dans mes affaires privées. C'est une violation totale de ma vie privée. Austin, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Aucune excuse, aucune explication, juste outré que j'ai enfreint ces règles. Je n'ai pas bronché. Et je n'arrive pas à croire que tu prévoyais de m'escroquer de 30 000 $ et de t'enfuir avec Dominique. Ma voix correspondait à la sienne et à sa température. Je suppose que nous avons tous les deux nos déceptions. Elle n'a rien dit pendant 10 bonnes secondes. Et quand elle l'a fait, c'était comme si quelqu'un lui avait donné un nouveau scénario, le gaslighting a commencé. Ce n'était pas réel, Austin. Ce journal, c'était juste un fantasme, une façon de gérer mes émotions. Tu déformes mes mots. Tu as toujours été si complexé par Dominique. C'est juste un ami. Il soutenait mon rêve d'entreprise. Mon Dieu, tu es tellement autoritaire. Une masterclass. Elle avait tout retourné comme si elle répétait ça depuis des années. Je n'ai même pas élevé la voix. J'ai des photos de chaque page, Willow, chaque mot. Je l'ai entendu, l'inspiration, le moment où le mensonge s'est effondré dans sa gorge. Et puis une autre voix, sa mère. Apparemment, l'appel était resté sur haut-parleur tout du long. Le ton de Madame Taylor était calme, poli et imprégné de jugement, le genre qui vous donne l'impression d'avoir 15 ans et d'avoir laissé de la boue dans sa maison immaculée. Austin, c'est incroyablement immature, dit-elle, la voix hachée. Peu importe ce qu'il y a dans ce journal. Tu dois être un homme et revenir, parlant, ne cours pas comme ça. Ce ton. Je l'avais déjà entendu. Aux anniversaires, aux vacances. Chaque fois que je ne cédais pas immédiatement aux caprices de Willow, j'étais fini. Il n'y a rien à dire, dis-je. Ma voix n'était pas élevée, mais c'était définitif. C'est là que j'ai posé la première vraie conséquence. J'ai parlé au gestionnaire immobilier ce matin. J'ai donné mon préavis officiel de 30 jours pour quitter les lieux, conformément à notre bail. Puisque tu es également sur le bail, tu as deux options, soit tu te rachètes l'appartement avec tes propres revenus, soit tu donnes aussi ton préavis et nous sommes tous les deux partis d'ici la fin du mois prochain. Ton choix, Willow, est revenu au téléphone en hurlant, tu ne peux pas faire ça, je ne peux pas me permettre cet endroit toute seule. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas élevé la voix. On dirait que c'est ton problème, pas le mien. J'ai dit, calme comme toujours. Il y a eu un silence stupéfait avant qu'elle ne rétorque, et mes affaires ? J'ai presque souri en voyant à quel point le scénario s'est déroulé de manière prévisible. Notre bail est payé jusqu'à la fin du mois. J'ai toujours un accès légal à l'appartement. J'ai commencé à dire, hier, pendant que tu étais au travail, j'ai engagé une entreprise de déménagement. Toutes tes affaires, tes vêtements, tes meubles, ta précieuse télévision ont été soigneusement emballés et placés dans un garde-meuble climatisé de 2,5 mètres x 1,5 mètres, un très bel espace. Le silence était épais, pas une réaction passive ou stupéfaite. J'entendais les rouages de sa tête grincer, essayant de concilier cet écart inattendu avec le fantasme dans lequel elle s'était inscrite. Puis, finalement, tu as fait ce que. Je t'enverrai l'adresse et la clé. J'ai continué comme si je confirmais une réservation pour un dîner. Dès que tu me rembourseras ta part des 3 derniers mois de loyer et des charges que tu as oublié de payer. Plus les frais de déménagement et le premier mois de garde-meuble, j'ai marqué une pause. Pour faire effet, ça fait 3121,58 $. Je t'enverrai une facture détaillée par SMS. Une fois l'argent sur mon compte, la clé est à toi. Puis est venu le brouhaha, le fouillis frénétique et changeant des accusations. Elle a parlé de vol, m'a accusé de retenir ses biens en otage. J'ai juste dit, ce n'est pas du vol, Willow, c'est une garantie. Tu récupéreras tes affaires quand tu auras réglé tes dettes. Puis j'ai raccroché. La campagne de diffamation a commencé dès le lendemain. Des publications vagues et mélodramatiques sur les réseaux sociaux sur la façon d'échapper à une relation autoritaire, des histoires de filles à peine voilées, pleines de demi-vérités et de mensonges éhontés, Dominique intervenant naturellement avec un soutien chargé d'émojis. Fier de ta force. Ça m'a blessé. Je ne mentirai pas. Pendant une fraction de seconde. J'ai voulu tout faire exploser. Publier les pages du journal, les taguer tous les deux,
brûler la planète numérique. Mais ce n'est pas le plan. Le plan est lent, méthodique, un audit. Ils pensent que ce n'est qu'une rupture difficile. Ils ne comprennent pas. C'est de la comptabilité. La pression monte et leurs tactiques deviennent de plus en plus désespérées. Exemple typique, le garde-meuble. Exactement comme je m'y attendais, Willow et sa mère se sont précipités vers l'établissement et ont essayé de piquer une crise à l'accès. Vincent, le directeur, m'a appelé alors qu'ils étaient encore là, au comptoir. J'entendais le vacarme en arrière-plan, la voix de Madame Taylor tranchant comme des clous sur un tableau noir. Il a volé ses biens. Il ne peut pas simplement la verrouiller. Vincent garda son ton, professionnel. Monsieur, je voulais juste vérifier quelques détails. Il réclame l'accès au logement, prétextant que vous avez déplacé illégalement ses affaires. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé terminer. Puis il expliqua calmement, le logement est à mon nom, payé par mois. Son contenu fait l'objet d'un litige civil concernant une importante dette impayée. J'entendais encore Willow se disputer avec quelqu'un, probablement une réceptionniste désorientée, tandis que sa mère marmonnait des menaces de poursuite judiciaire en arrière-plan. J'inspirais d'un ton mesuré, assurez-vous que mademoiselle Taylor puisse avoir un accès complet dès qu'elle aura réglé sa dette. Ou, ajoutai-je, qu'elle obtienne une ordonnance du tribunal. Vincent, qui voit probablement 3 versions de ce cirque par semaine, resta totalement insensible à leur drame. Il leur dit catégoriquement, « Madame, il s'agit d'une affaire civile. Le contrat est avec Monsieur Moore. Je ne peux pas vous accorder l'accès sans son autorisation écrite ou une ordonnance du tribunal. Si vous continuez à troubler l'ordre public, je vous demanderai de quitter les lieux. » Ils sont partis, mais pas avant que Willow n'ait crié qu'elle appelait son avocat. Et c'est ce qu'elle a fait, ou plutôt son père. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par courrier recommandé, lourde de fanfaronnades. Sur le fond, elle était bourrée de baratins juridiques, accusations de saisie illégale de biens, de détresse émotionnelle et d'atteinte intentionnelle à la stabilité personnelle. Une demande de restitution immédiate de tous mes effets personnels et de paiement de $5000 pour régler les dommages et intérêts a été formulée, ou, m'ont-ils prévenu, on se verra au tribunal. Ils essayaient de me brimer, de m'intimider. Ils pensaient que j'allais plier sur le champ. Un papier en tête d'avocat est arrivé à ma porte, mais c'est tout le contraire. C'était l'impulsion finale. J'avais besoin du feu vert pour passer à l'acte 2, car il n'a jamais été question des meubles, ni de ses propos diffamatoires en ligne, ni des larmes de crocodile qu'elle inventait pour s'attirer la sympathie. Il s'agissait toujours des $30 000, la compte. J'avais passé 5 ans à préserver le rêve qu'elle essayait de transformer en stratégie de sortie. Dans son journal, Willow avait nommé leur poule aux œufs d'or, Monsieur George Martin, un vieil investisseur providentiel semi-retraité, un homme connu dans le milieu des startups pour sa diligence méticuleuse et, surtout, son obsession pour l'intégrité personnelle. Il avait investi des capitaux dans des dizaines d'entreprises, certaines couronnées de succès, d'autres discrètement fermées, mais il avait une réputation. Une fois sa confiance perdue, ce fut la terre brûlée. Ma première réaction fut un courriel de courtoisie professionnelle adressé à son entreprise. Court, calme et précis. Je me suis présenté, j'ai joint un extrait expurgé d'une page du journal de Willow et j'ai indiqué que j'avais des raisons de croire que M. Martin était induit en erreur concernant un éventuel partenariat commercial. Je lui ai souhaité bonne chance et lui ai proposé de me fournir des documents complémentaires s'il le souhaitait. Une semaine plus tard, j'ai reçu une réponse générique de 2 lignes d'un assistant. Merci pour votre courriel. Monsieur Martin apprécie votre inquiétude. Aucune autre action n'est nécessaire pour le moment. Un licenciement poli est exactement ce à quoi je m'attendais. Il recevait probablement ce genre de mails chaque semaine, des ex en colère, des fondateurs abandonnés, des bêtises de la part de guerriers du clavier. Willow et Dominique en ont probablement ri. L'ex un peu faux avait raté son coup et il pouvait maintenant passer à autre chose. Mais j'avais toujours su qu'un seul email ne suffirait pas. Si je voulais être entendu, je devais contourner les gardiens, remettre les preuves entre les mains de Martin directement, sans filtre, indéniable, sans émotion. J'ai donc récupéré la clé USB cryptée que j'avais créée ce soir-là, celle contenant toutes les photos haute résolution du journal, des dates claires, une écriture lisible et un court document texte résumant les entrées clés. Je l'ai mise dans une petite enveloppe matelassée. J'ai écrit une lettre très courte et formelle, juste les faits, sans émotion, sans drame, clair et clinique. Cher Monsieur Martin, suite à mon email auquel votre cabinet a répondu,
je comprends que le caractère non corroboré de ma plainte a pu entraîner son rejet. Cependant, compte tenu des implications financières et éthiques importantes, je me sens obligé de fournir les preuves documentaires que j'ai mentionnées. Le disque dur ci-joint contient des photographies des documents sources primaires décrivant l'intention frauduleuse derrière la proposition commerciale qui vous a été présentée par Willow Taylor et Dominique Walker. Je compte sur votre discrétion dans cette affaire sensible. Ce sera la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Cordialement, Austin Moore. Je ne l'ai pas envoyé à son bureau. J'ai plutôt payé pour un service de messagerie professionnelle, du genre qui nécessite une livraison directe en personne au destinataire désigné et une signature vérifiée. Ce n'était pas donné, mais ce n'était pas le moment de faire des économies. C'était un moment crucial et il fallait que la livraison soit sérieuse. Je ne voulais pas que le document soit enfoui dans une boîte de réception ni examiné par un assistant. Je l'ai envoyé à son domicile privé, une adresse que j'ai trouvée grâce au registre foncier public, niché dans un quartier chic et calme qui respirait la richesse patrimoniale. C'était une démarche audacieuse et risquée, mais la lettre de leur avocat avait clairement indiqué qu'ils jouaient dur. Moi aussi. 2 jours plus tard, j'ai reçu une confirmation de livraison horodatée et signée. Le service de messagerie m'a envoyé un PDF du reçu. Sa signature, claire et sans équivoque, se trouvait en bas. J'ai ensuite attendu des jours, puis une semaine, puis 2, jusqu'à ce qu'un après-midi, mon téléphone s'allume et qu'un SMS de Nat, un ami à moi qui travaille dans le capital investissement, s'allume. C'était décontracté, presque désinvolte. Tiens, au hasard, j'ai entendu parler de ton ex et de son homme d'affaires mis sur liste noire par quelques personnes, quelque chose à propos d'intégrité, de signaux d'alarme. Tu n'en saurais rien, par hasard? J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai souri intérieurement et j'ai répondu, ce ne sont que des rumeurs, j'en suis sûr. Mais je savais que Monsieur Martin n'avait pas ignoré le colis. Il avait fait ce que les hommes puissants et discrets font le mieux, arracher les racines sans jamais hausser le ton. Il n'a pas fait de scène, il ne les a pas dévoilées sur les réseaux sociaux. Il a simplement retiré son intérêt, discrètement, les a signalés à son réseau d'investisseurs internes et a laissé les rumeurs du secteur s'occuper du reste. Personne ne veut s'associer à un scandale potentiel. Personne ne veut risquer son argent ou sa réputation pour 2 escrocs incapables de couvrir leurs traces. D'un coup, leur rêve s'est évaporé. La rupture explosive qui a suivi était inévitable. Sans rentrée d'argent, Dominique a cessé de considérer Willow comme sa partenaire. Au lieu de cela, il a commencé à la voir comme la source de son échec. Il est parti en 1 semaine. Pas de grande dispute, pas d'adieu larmoyant, juste le silence. Il l'a fantasmé comme le font les escrocs quand le puits est à sec, la laissant seule face au désordre, les ponts brûlés, le compte en banque vide, le mensonge qui s'effiloche. Je m'y attendais. Les prédateurs coulent rarement avec le navire, ils nagent simplement vers le suivant, ce qui l'a amené au problème suivant, l'appartement avec Meghan et le propriétaire qui maintenait les termes du bail. Elle n'en avait pas les moyens. Elle a essayé, j'en suis sûr. Peut-être a-t-elle plaidé la clémence, peut-être a-t-on promis un investisseur miracle qui rôdait encore dans les coulisses. Mais la réalité est impitoyable. Elle a reçu un avis d'expulsion. C'est, je crois, ce qui a finalement percé la bulle protectrice dans laquelle ses parents l'avaient enveloppée. Ce n'était plus un drame émotionnel. C'était un effondrement logistique et financier. Un avis sur la porte, une date limite. Ni les messages Facebook vagues ni les appels nocturnes larmoyants n'auraient pu arranger les choses. Il y a 2 semaines, un chèque de banque est arrivé dans la boîte aux lettres de mes parents. Exactement 3121,58 $. L'adresse de retour, la maison de ses parents. Pas de mots, pas d'excuses, juste le montant que j'avais facturé, au centime près. Je n'ai pas hésité, j'ai déposé le chèque, j'ai attendu qu'il soit encaissé. Puis je suis allé au garde-meubles, j'ai scellé la clé du logement dans une enveloppe et je l'ai renvoyée à la même adresse. Pas de mots de ma part non plus. C'était une transaction. Affaire classée. Puis, la semaine dernière, j'ai eu le dernier mot. Le père de Willow m'a appelé. J'ai fixé l'écran de l'appelant quelques secondes avant de répondre. Je m'attendais à de la colère, peut-être un sermon, une ultime défense de sa fille. Mais sa voix n'était pas en colère. Elle était juste fatiguée. Monsieur Moore, dit-il avant de se reprendre, Austin, ma fille est dans un sale état, admis-il, et j'ai perdu une somme considérable entre ses dettes et cette expulsion. Puis il demanda d'une voix neutre et calme, j'ai besoin de savoir,
est-ce que tout cela était réel? C'était la question enfouie sous tout ce vacarme, celle qui l'avait probablement empêché de dormir. Je ne me suis pas réjoui, je n'ai pas dit que je vous l'avais dit. Alors je lui ai simplement dit la vérité. Je lui ai détaillé le journal, ce que j'avais trouvé, ce qu'elle avait écrit, le plan pour vider mes économies, les blagues cruelles sur ma famille, la manipulation calculée déguisée en émancipation. Et puis j'ai dit, tout ce que j'ai fait, monsieur, c'est refuser d'être la première victime de leur entreprise. Tout ce qui s'est passé ensuite était le résultat de leur propre choix révélé au grand jour. Il y eut un long silence. Puis il poussa un long soupir las, un soupir qui portait en lui des années. Elle brûla le journal. Il dit, tu nous as dit que tu avais tout inventé, mais on n'engage pas de déménageur et de coursier pour un simple malentendu, un instant de silence, merci pour ton honnêteté. Et il raccrocha. Je restai assis là un long moment, le téléphone toujours à la main, la tonalité grésillante comme de la statique. Il y a quelques jours, je l'ai vu. J'étais assis dans un coin d'un café du centre-ville, à siroter un café noir, en train de travailler sur mon ordinateur portable. La lumière extérieure changea. J'ai levé les yeux, par réflexe. Et elle était là, Willow. Elle passa devant la fenêtre, sans me remarquer. Elle paraissait diminuer. L'énergie vibrante et spontanée qui m'avait autrefois attiré comme un papillon vers une flamme avait disparu. Plus aucune trace de cette étincelle qu'elle dégageait si naturellement. Elle n'était plus qu'une personne, les épaules affaissées, les yeux rivés sur son téléphone, l'air fatigué et en colère contre le monde. Nos regards ne se croisèrent pas. Elle continuait juste à marcher, absorbée par ce qu'il y avait sur son téléphone, le même téléphone qui a probablement vibré autrefois avec les textos de Dominique et les invitations de calendrier pour des réunions d'investisseurs construites sur de la fumée. J'ai ressenti un bref et étrange pincement de quelque chose, pas de pitié, pas de regret, peut-être juste une reconnaissance silencieuse d'un passé qui n'a jamais vraiment existé, la fermeture d'un livre que je n'aurais jamais dû ouvrir. Ce n'était pas un chagrin d'amour, ce n'était même pas de la tristesse, juste le silence léger de finalement lâcher prise. Quant à moi, je vais bien. Cette boîte beige ennuyeuse que je gardais pour celle dont elle me taquinait, elle est à moi maintenant. Je l'ai fermée le mois dernier. Elle n'est pas tapa accent grave l'œil, elle n'est pas grande, mais elle est à moi. Chaque recoin est rempli de mes affaires, pas organisées pour l'esthétique, pas conçues pour impressionner, juste des trucs. J'aime les choses qui ont du sens, ma collection de tasses à café bizarre. Mes carnets de croquis cabossés, la couverture que ma sœur m'a crochetée il y a des années et a juré que je n'utiliserai jamais. Maintenant, elle vit sur le canapé. Mon stupide portfolio de design, celui devant lequel Willow a levé les yeux au ciel quand j'ai dit que je voulais inclure des travaux personnels. Ouais, ça m'a valu une promotion et une belle augmentation. J'ai renoué avec des amis, des gens. J'ai arrêté de l'appeler quand mon monde tournait autour de ses humeurs et de son emploi du temps. Maintenant, on boit un verre le vendredi. On rit plus qu'on ne parle de travail. C'est redevenu facile. Je passe les week-ends en famille. Maman va mieux, vraiment mieux. Elle m'a serré dans ses bras la semaine dernière après le dîner, l'a tenue un peu plus longtemps que d'habitude, puis m'a dit doucement dans l'épaule, je n'ai jamais cru à son sourire, chérie, il n'a jamais atteint ses yeux. Les mères savent toujours et pour une fois, je n'ai pas essayé de défendre le passé, j'ai juste hoché la tête. Elle avait raison. L'autre jour, en déballant le dernier de mes cartons, j'ai retrouvé cette vieille carte du ciel encadrée, celle que j'avais fait faire sur mesure pour Willow. La nuit où nous avons rencontré le ciel au-dessus de la ville, un moment parfait immortalisé l'espace d'une seconde. Je l'ai tenue dans mes mains, tenté de la jeter directement à la poubelle, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert le cadre, j'ai glissé l'impression, j'ai pris une inspiration et je l'ai remplacée par une nouvelle. Un design simple et épuré, pas d'étoiles, pas de date, juste une citation. La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous énervera. Je l'ai accrochée dans mon nouveau couloir, juste en face de la porte d'entrée. C'est la première chose que je vois en rentrant à la maison, un rappel que ma vie prévisible et structurée, celle dont elle disait qu'elle manquait de vision, de dynamisme, est aussi honnête. C'est réel. Et après 3 ans à vivre dans un mensonge. Magnifiquement construit, réel, ça fait sacrément du bien.